Hello everybody. So after my somewhat emotional video from yesterday, where Bonjour I à was tous. reporting on what was happening Après ma in Israel vidéo quelque as peu émotive firing d'hier, missiles at où je Israel rapportais and ce qui how se I was passait avec very l'Iran scared tirant about des this, missiles sur now Israël, kicking off this wider et comment j'étais très major effrayé par la war possibilité next que cela big déclenche world une war, guerre plus I would large like au to use Moyen-Orient today to et la reflect a prochaine little bit grande guerre more du distance Golfe. about J'aimerais what we have utiliser learned in the aujourd'hui pour meantime, réfléchir avec un peu what plus de the recul strike was sur ce que nous avons and appris how it entre-temps, is now being ce qu'était la portrayed frappe in et the comment elle different est maintenant media présentée spheres. dans Because différents at the médias. moment we're now about 1.5 En days ce moment, away nous from sommes à the environ un jour et demi rockets de ces Israel's roquettes et flying missiles over survolant into et Israel. pénétrant It en is Israël. somewhat Il est interesting quelque peu intéressant de voir ce qui est what rapporté par différents médias. what is being reported by the different outlets. So first of all, it seems to be Tout d'abord, so far il semble encore peu clair à quel point les dégâts causés par ces missiles sont importants et dans quelle mesure cela a été intentionnellement calibré. Il existe au moins deux récits à ce sujet. L'un est que c'était une autre de ces frappes intentionnelles, non létales par l'Iran, et cela me semble très plausible. Ces frappes sont destinées à envoyer un message très clair à Israël qu'il est très vulnérable aux attaques de roquettes iraniennes. Le point ici est que, surtout si nous suivons la pensée de John Mearsheimer, qui, soit dit en passant, a publié un autre de ses Substacks, très court, il interprète toujours ce que fait l'Iran comme une réaffirmation de ce qu'il appelle la domination par l'escalade. The message that it is Iran that is able to escalate. Le message est que c'est l'Iran qui est capable d'escalader au niveau suivant, et ce n'est pas en réalité Israël qui a ce potentiel. Il utilise le Tehran Times, et ce que dit le Tehran Times comme preuve que c'est la stratégie réelle, rétablir la peur en Israël des capacités que l'Iran possède, même sans armes nucléaires. John Mearsheimer cite deux personnes. La première est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, qui dit que notre action est conclue, à moins que le régime israélien ne décide d'inviter à de nouvelles représailles. Dans ce scénario, notre réponse sera plus forte et plus puissante. Donc, l'Iran essaie de dire « Nous nous arrêterons là. Nous nous arrêterons ici. Vous n'aurez pas de victimes supplémentaires, mais partez maintenant. » You will not have additional casualties, but leave scale it down. I mean, do not Réduisez l'échelle. Je veux dire, ne contre-attaquez pas. Ne nous attaquez pas. Si les Israéliens prennent cela, cela établirait que l'Iran, en fait, est celui qui a les armes les plus longues, les plus grosses. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation horrible, où Netanyahou et compagnie soutiennent tous que nous devons riposter et vraiment causer des dommages. La deuxième source que Mearsheimer cite est constituée de multiples sources affiliées au CGRI, ou garde révolutionnaire iranienne, des médias et des chaînes Telegram qui rapportent, je cite, « L'Iran a averti les États-Unis. Si vous ciblez nos raffineries, nous mettrons le feu aux raffineries et aux champs pétrolifères dans toute la région, y compris ceux en Arabie Saoudite, en Azerbaïdjan, au Koweït, aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. » So Mearsheimer takes this one here very serious, saying that Mearsheimer prend cela très au sérieux, affirmant qu'il ne s'agit peut-être pas directement d'actifs américains menacés, mais que l'Iran démontre, bien sûr, qu'il peut cibler tout ce que les États-Unis ont en main au Moyen-Orient et pourrait faire exploser des raffineries de pétrole. L'Iran menace maintenant sérieusement les installations militaires américaines dans la région, sans même prendre en compte qu'il pourrait tirer sur des porte-avions américains. Mais cela serait une escalade bien plus importante, n'est-ce pas? La stratégie semble être, du côté iranien, de menacer de très sérieux dommages aux intérêts directs des États-Unis et surtout au marché mondial du pétrole, si une grande riposte survient. En ce qui concerne les récits qui circulent, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas tout à fait sûrs du nombre de ces missiles qui ont fonctionné comme prévu. Parce que les Israéliens, le New York Times et le récit des médias occidentaux, dans une bonne mesure, pas complètement,
mais dans une bonne mesure, est que le dôme de fer effectivement fonctionnait. Ma vidéo d'hier, la vignette est comme « dôme de fer inutile ». Mais c'était mon impression, après avoir vu tous ces roquettes toucher le sol. Et je pense qu'elles ont effectivement touché le sol. Je pense pas que ce soit de fausses vidéos. Mais ce que nous voyons dans le récit occidental en ce moment, c'est qu'ils essayent de montrer principalement des images de missiles en vol, mais pas nécessairement en train de frapper. C'est une interview intéressante sur Sky News, avec un professeur israélien qui en parle. Si vous regardez les images que Sky News et quelques autres médias utilisent, vous voyez généralement ces missiles en vol. Et vous voyez aussi les vidéos dans lesquelles ils sont interceptés et explosent clairement dans le ciel. Je pense qu'il y a d'autres séquences quelque part ici. Oui, ici, vous pouvez voir des images d'eux en train d'être interceptés, juste ici. Footage of them being intercepted right over here, and that's of course just a subtext, right? Et c'est bien sûr juste un sous-texte, n'est-ce pas? Mais le sous-texte semble... Il semble que les gens veulent indiquer « non, 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 ça n'a pas fonctionné ». Et en fait, le récit officiel du New York Times, où puis-je le trouver? Parce que nous avons des contre-exemples, et que les efforts de l'Iran pour frapper l'étalement urbain autour de Tel Aviv ont franchi un seuil que Téhéran n'avait jamais dépassé auparavant, même lors de ses précédentes attaques de missiles en avril, qui visaient des bases aériennes, mais pas des zones civiles. Oui, les critiques d'Israël voient souvent le pays comme le principal instigateur de troubles au Moyen-Orient, mais la plupart des Israéliens se considèrent comme les victimes d'attaques constantes des proxys de l'Iran. The New York Times tries to kind of explain why this is an Le New York Times tente d'expliquer pourquoi il s'agit d'un acte sans précédent de la part de Téhéran et absolument inacceptable, tout en devant d'une certaine manière résoudre le paradoxe qu'Israël n'a en réalité tué personne, sauf un homme palestinien qui est apparemment mort en Cisjordanie. Ce qui est extrêmement triste et ironique. Il a été touché par des débris provenant de l'interception de l'une de ces roquettes. Mais les cibles réelles qu'a frappé l'Iran ont été touchées la nuit, en plein milieu de la nuit, alors même que les sites militaires étaient apparemment vides. La précision avec laquelle ces missiles ont été tirés était également apparemment très bonne, car ceux qui n'ont pas été interceptés, ceux qui ont effectivement atteint leur cible, ont frappé en dehors des centres-villes, même pour les endroits très proches des infrastructures civiles. Il y a eu des infrastructures civiles qui ont été touchées, il y a eu une école qui a effectivement été touchée, il y a eu des infrastructures civiles, mais personne n'est mort, en fait. Et je pense que cela doit être quelque chose que Netanyahou regrette à ce stade. Car s'il y avait eu des morts civiles, il serait beaucoup plus facile de justifier une contre-réaction. Il semble donc que l'Iran ait encore une fois très précisément calibré son attaque et l'ait rendue un cran plus intense et un cran plus proche de tuer réellement des gens avec les frappes elles-mêmes. Pas seulement avec les débris, mais avec les frappes. Mais n'est pas encore tout à fait allé jusque-là. Il semble donc s'agir d'une autre de ces attaques, très bien planifiée, dans le but d'envoyer un message très clair. Ce n'était pas une attaque du type « nous commençons une guerre totale contre Israël ». C'était un message. Et le message, je pense, est en fait compris par l'Occident, car il n'y a pas de précipitation immédiate des États-Unis pour tirer autant de missiles sur l'Iran qu'ils le peuvent. En ce moment, c'est le temps de la délibération. Donc, encore une fois, c'est la situation de représailles qui se déroule actuellement. Et Israël a renvoyé la balle dans le camp des Américains et des Israéliens, mais ils n'ont pas déclenché une guerre totale avec cette attaque.
Et ce n'est pas ce que c'était censé être. D'ailleurs, c'était ce professeur, Muhammad Saïd Muhammad Marandi, qui a récemment été sur un et a parlé à Glenn Deason et Alex Mercouris. Je peux le chercher si vous voulez. Il est en quelque sorte à la fois académique et intégré dans les cercles de politique étrangère et de prise de décision nucléaire des Iraniens. Il a donc ce genre de double visage, comme s'il était clairement en avant pour les Iraniens aussi. Fait intéressant, à la BBC et dans les médias, il n'y a pas de récit clair établi, c'est certain. Ce n'est donc pas un de ces cas où tous les médias occidentaux ont reçu une note et suivent le discours habituel. C'est quelque chose que beaucoup de médias occidentaux essaient encore de comprendre, comment ils veulent en parler et ce que c'était. La BBC, par exemple, rapporte que l'armée israélienne a déclaré que la plupart des missiles ont été interceptés, mais qu'un petit nombre a frappé le centre ou le sud d'Israël. Il rapporte du côté israélien, bien sûr, et le côté israélien semble vouloir minimiser ce qu'était cette frappe. D'une part, ils disent que c'est sans précédent et absolument inacceptable. Et d'autre part, ils n'ont en fait rien accompli. C'est ce qu'Israël et aussi la BBC veulent transmettre. Que ce soit vrai ou non est une autre question. Je veux dire, il est assez clair que quelque chose a été touché, quelque chose a été frappé, et que nous ne savons pas encore. Les Israéliens, en ce qui concerne le quartier général du Mossad, ne sont pas disposés à nous montrer des photos ou à fournir la preuve que le quartier général est totalement intact ou totalement détruit. Il y a en ce moment une sorte d'insécurité médiatique étrange concernant ce qui a réellement été endommagé et ce qui ne l'a pas été. Cela, pour moi, indique que probablement plus de choses ont été sérieusement endommagées que les Israéliens ne voudraient l'admettre, car ce qu'ils veulent projeter maintenant, c'est la force de leur côté et la faiblesse du côté ennemi. C'est ainsi que vous mobilisez des populations entières pour vous assurer qu'elles sont prêtes à aller en guerre. L'article de la BBC indique également qu'il y a eu un petit nombre d'impacts dans le centre d'Israël et d'autres impacts dans le sud d'Israël, a déclaré le porte-parole de l'IDF, le contre-amiral Daniel Hagari. La majorité des missiles entrants ont été interceptés par Israël et la coalition défensive dirigée par les États-Unis. L'armée israélienne a confirmé mercredi que certaines de ses bases aériennes avaient été touchées lors de l'attaque, mais a déclaré qu'aucune arme, aucun avion, ni aucune infrastructure critique n'avait été endommagée et que les capacités opérationnelles de l'armée de l'air n'avaient pas été affectées. Je veux dire, si vous êtes obligé de publier quelque chose comme ça et que vous êtes obligé d'admettre que quelque chose a été touché, mais que vous n'êtes pas prêt à vraiment montrer des photos, ce n'est généralement pas bon signe. Je veux dire, nous avons beaucoup vu cela dans la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? Comment nous avons reçu ces messages de « l'Ukraine va bien, l'Ukraine va bien, l'Ukraine va bien, rien à craindre, ils sont super forts ». Mais ensuite, nous découvrons qu'en réalité, des unités entières sont décimées et que la force de l'armée ukrainienne n'est vraiment pas ce qui était rapporté. Donc, nous ne pouvons pas faire confiance à ce que cela soit vrai. Et le fait que nous n'ayons pas de photos de ces sites est assez inquiétant, parce que ce que nous avons, ce sont quelques vidéos, des vidéos de téléphones portables qui ont été prises. J'essaie de les trouver. Je veux dire, ici, la BBC n'essaie évidemment pas de cacher tout cela. Encore une fois, il n'y a pas de récit unifié pour le moment. Voici la BBC nous montrant des images de cette frappe. C'est ce que nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Nous voyons comment certains de ces missiles sont évidemment abattus et déjà mis hors service. Ensuite, en même temps, nous voyons aussi que d'autres touchent clairement le sol. L'autre chose étrange en ce moment est que la seule chose que j'ai pu discerner jusqu'à présent
est que si vous lisez la BBC, CNN et les autres, lorsqu'ils parlent d'impact, ils utilisent le mot « atterrir ». Les missiles ont atterri en Israël. Ils ne disent pas que les missiles ont explosé. The missiles landed in Israel. They don't say missiles exploded. They don't say missiles hit targets. They say missiles landed. Ils ne disent pas que les missiles ont touché des cibles. Ils disent que les missiles ont atterri comme prévu ou non. C'est un langage amusant à utiliser, mais c'est un euphémisme qui, je pense, est utilisé pour éviter de donner l'impression que l'Iran a réellement touché des cibles. Car sinon, vous diriez toucher, n'est-ce pas? Vous ne diriez pas atterrir. Je trouve étrange de parler de missiles atterrissant sur leurs cibles, ce qui pourrait indiquer que l'Iran a réussi à causer plus de dégâts que les Israéliens ne voudraient l'admettre. Donc, il y a ces questions ouvertes, et jusqu'à ce que quelqu'un nous montre réellement les photos du siège du Mossad et ce qui s'y passe en ce moment, et jusqu'à ce que nous voyions les cratères des bases aériennes, nous ne savons pas. And until we see the craters from the air bases, we don't know. But one more thing then here to add is the... Mais une chose de plus à ajouter ici est le fait que les cratères et les images que nous obtenons, que nous voyons, semblent indiquer qu'un grand nombre de ces missiles ont été effectivement abattus, ou que ceux qui ont réussi à passer n'étaient pas vraiment destinés à faire du mal, car certains de ces cratères sont assez petits, ce qui me semble tout à fait logique. Je veux dire, les Iraniens n'avaient pas l'intention de tuer avec ces choses. Ils voulaient envoyer un message clair. Nous pourrions tuer et nous pourrions détruire une grande partie de l'infrastructure si nous choisissions de le faire. Cette fois, nous choisissons de ne pas le faire. Par conséquent, même les missiles que nous avons, nous n'allons pas leur donner de grosses ogives explosives, n'est-ce pas? Nous n'allons pas provoquer d'énormes explosions au sol. Nous allons causer des dégâts, mais pas la mort et la destruction. Ce que nous pourrions faire si nous choisissions de le faire. C'est aussi l'une des analyses d'ailleurs, dans le Tehran Times. J'ai trouvé cet article assez intéressant de Xavier Villard, dans le Tehran Times, où il passe en revue la frappe et dit que les gardiens de la Révolution ont affirmé qu'environ 400 missiles ont été tirés sur des cibles militaires à Tel Aviv, ce qui contraste avec le chiffre de 180 qui circule maintenant dans les cercles du New York Times, et ainsi de suite. Il semble donc que les Iraniens veulent dire que nous avons tiré plus de missiles qu'on ne nous en attribue le mérite. Les médias iraniens, citant des sources proches de l'opération, ont affirmé que plus de 80% des missiles de la première vague ont atteint leur cible prévue. Le siège du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, a été complètement détruit. C'est ce que disent les Iraniens. Et encore une fois, nous n'obtenons pas de démenti. Nous n'obtenons pas les photos qui prouveraient que c'est faux du côté israélien. Ce qui me fait me demander, cela pourrait être vrai. Plusieurs bases aériennes ont été touchées. L'opération reflète le besoin de l'Iran de retrouver sa capacité de menace. Oui, je pense que c'est absolument le cas. Alors qu'Israël cherche à maximiser les pertes dans chaque attaque, faisant tout son possible, non seulement pour les éviter, mais aussi pour les augmenter, l'Iran, comme on l'a vu dans cette attaque, a consciemment évité de cibler ce qui est considéré comme des objectifs civils. Je pense que c'est en grande partie vrai. Je veux dire, si nous regardons la brutalité et la stratégie d'Israël à Beyrouth, et bien sûr à Gaza, où des quartiers sont rasés, et où quotidiennement des dizaines, voire des centaines de civils meurent, cette frappe de l'Iran contre Israël était très très mesurée, n'est-ce pas? Ce n'est pas à une échelle comparable. Bien sûr, les médias occidentaux et les dirigeants occidentaux, y compris Keir Starmer et Joe Biden, ont essayé de faire passer cela pour l'attaque la plus grande et la plus horrible qui ait jamais eu lieu. Mais en fait, c'était encore une fois une frappe très limitée. Donc, laissez-moi vérifier rapidement mes notes.
La balle est maintenant clairement dans le camp des Israéliens. The ball is now clearly again in the court of the Israelis. The question is, La question est, vont-ils attaquer? Vont-ils contre-attaquer? Vont-ils faire une véritable contre-attaque? Parce qu'apparemment, la dernière fois, la discussion portait sur la question de savoir si Israël devait utiliser toute sa capacité. Et ils ont ensuite choisi de ne pas le faire, ou ils ont été poussés par les États-Unis à ne pas le faire, et ont simplement effectué une autre contre-attaque symbolique contre une station radar iranienne, ce qui a ensuite, en quelque sorte, mis fin à l'escalade. Les Israéliens parlent de frapper des installations nucléaires en Iran. Les Américains auraient apparemment dit non à cela, jusqu'à présent, si l'on en croit ces rapports. Et la menace, bien sûr, est de frapper les raffineries et installations pétrolières de Téhéran et de l'Iran, avec l'idée que, encore une fois, tout comme avec la Russie, vous éliminez la capacité de l'Iran à gagner de l'argent. Et ainsi le régime s'effondrera et disparaîtra, ce qui clairement ne va pas se produire. Mais si vous ciblez ces raffineries de pétrole, en dehors de l'impact environnemental horrible que cela aurait, ce serait bien sûr un coût énorme pour l'Iran. Ces raffineries sont relativement faciles à atteindre parce que même si une des nombreuses roquettes passe, c'est du pétrole. Et ça brûlera comme jamais, n'est-ce pas? Donc les Iraniens menacent de contre-attaquer les installations de production de pétrole des Américains, même dans des États qui ne sont pas impliqués jusqu'à présent, même le Koweït, etc. Cela représenterait une énorme escalade du nombre d'États impliqués. Il me semble que nous nous dirigeons maintenant vers un jeu de la poule mouillée, avec les deux côtés déterminés à ne pas cligner des yeux en premier, se précipitant l'un vers l'autre. Il est clair que la dernière fois que l'Iran a fait une frappe de ce genre, il a en fait coordonné avec les Américains. Cette fois-ci, ils ne l'ont apparemment pas fait, ou seulement très peu de temps avant l'attaque, ont fait des annonces aux autres gouvernements connectés qu'il se passait quelque chose. Oui, donc c'est là où nous en sommes. Intéressant, n'est-ce pas, que même avec un environnement médiatique libre, nous dans le monde libre sommes constamment frappés par le brouillard de la guerre. Et cela pourrait se désamorcer à nouveau avec un peu de chance. Mais beaucoup dépendra aussi de ce qui se passe maintenant au Liban, en Israël et aux États-Unis. Si Israël et les États-Unis choisissent de répondre directement à l'Iran en les frappant, ou indirectement en frappant quelque chose de plus au Liban, et en escaladant avec le Liban, ce qui pourrait être une autre stratégie pour briser les alliés de l'Iran. Soit dit en passant, dernier commentaire de ma part. Veuillez remarquer comment, dans les médias occidentaux, les États-Unis et Israël parlent toujours de leurs alliés et comment ils soutiennent leurs alliés, tandis que tous les alliés de l'Iran sont constamment appelés des proxys. Je ne sais pas pourquoi j'ai remarqué cela pour la première fois, mais l'utilisation du langage fait vraiment partie intégrante du cadrage. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, mon analyse à ce sujet. Nous resterons attentifs et verrons ce qui se passe. Croisons les doigts pour qu'aucune grande guerre du Golfe n'arrive. Espérons que les gens commencent réellement à désamorcer la situation. Bonne nuit. Good night. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.